Le trésor de Toutankhamon est exposé à Paris, dans les salles du Petit Palais. Il ne s'agit pas de la totalité du trésor, mais d'un choix important d'œuvres composant ce trésor découvert en 1927 par l'archéologue anglais Howard Carter, aidé par Lord Carnarvon. Le trésor de Toutankhamon reposait dans la tombe depuis 3265 ans. La totalité en est aujourd'hui pieusement conservée au musée du Caire, et c'est grâce à une égyptologue française, Madame Christiane Desroches-Noblecourt, que nous pouvons voir aujourd'hui l'illustration d'un des aspects de l'histoire de l'Égypte antique. Mais comment résumer cette histoire? On pourrait mettre en avant son image, le cours du Nil. Elle est aussi droite, elle est aussi longue que celle de ce fleuve. Elle représente 30 dynasties de pharaons qui ont fait la grandeur d'un pays pendant plus de 3000 ans. Mais ce n'est pas ici toute l'histoire de l'Égypte que vous allez voir dans cette exposition. C'est un de ses reflets les plus brillants et les plus charmants au moment où la civilisation de ce pays magnifique avait atteint l'apogée du luxe et avait mis au point d'une façon extrêmement raffinée le déroulement le plus complet et le plus complexe de ses rites funéraires, ce qui donne une idée extrêmement profonde des connaissances philosophico-religieuses de ce peuple étonnant qui a été à l'origine de presque toutes les civilisations modernes. Madame Desroches-Noblecourt va nous conter, à partir d'une des sculptures exposées au Petit Palais, un passage de la mythologie égyptienne. Avec ce petit personnage, nous sommes tout à fait arrivés au fond du gouffre, au cœur du mystère. Vous êtes en plein marécage. C'est le moment qu'a choisi le roi défunt pour plonger dans l'abîme primordial, dans l'océan, dans lequel il va essayer de se reformer. Vous le voyez, il est redevenu un tout petit enfant. Un petit enfant que les Égyptiens ont imaginé comme un petit homme, tout noirci parce qu'il est dans les ténèbres, mais il a des yeux et des sourcils d'or, et il tient en main un instrument, le sistre de la déesse Hathor, sa mère, la grande mer, l'océan primordial aussi, qui va l'entourer de tous ses soins jusqu'au moment où il va renaître, et il se cache derrière l'écran de papyrus. Certes, il y aura quelques ennemis qui viendront troubler sa formation, et c'est pour cela que les prêtres funéraires avaient pris le soin de mettre autour de ce petit enfant des armes, et surtout ce boomerang archaïque en ivoire, qui est destiné à être lancé contre les oiseaux, les canards sauvages, qui peuplent les papyrus, et que l'on pourra ainsi paralyser. Le petit enfant, plusieurs fois pendant cette gestation, va faire appel au génie protecteur, il va grandir, et au moment où il sera prêt de naître, il va se transformer en une toute petite boule solaire qui va commencer à irradier le cœur du lotus qui surgit au sommet du marécage, et c'est ce que vous allez trouver dans l'autre salle, avec cette coupe en forme de lotus, tout irradié de soleil, qui prépare la naissance de l'astre et en même temps le triomphe de Pharaon, qui devient lui-même le soleil, et c'est ainsi qu'il apparaîtra à ceux qui viendront voir l'exposition, avec son masque en or, irradiant, éternel, comme le métal indestructible. Détail du fauteuil de la jeune princesse Sotoman, qui fut à la fois la fille et l'épouse d'un roi vers 1365 avant Jésus-Christ. Ce petit trône fait de bois, de plâtre doré et de bronze fut déposé par la princesse dans la tombe de ses grands-parents. Ce lit d'apparat n'était pas à l'usage des vivants mais des morts. Il faisait partie du mobilier funéraire égyptien. Le défunt devait, grâce à ce lit véhicule, être mené, selon la religion égyptienne, vers sa destination définitive. En cette exposition parisienne, Toutankhamon et son temps, nous avons rencontré M. Abdel Haman, directeur des musées et des antiquités égyptiennes du Caire. Elles sont vraiment des chefs-d'œuvre que nous avons apportés ici pour montrer à nos amis les Français
l'art de notre haute antiquité et encore pour réaffirmer les relations culturelles et amicales qui sont si vieilles entre nos deux peuples. Visage énigmatique, portrait. Portrait d'Amenophis IV. Gisant miniature du roi Toutankhamon. Visage taillé dans du quartzite jaune très dur, une des pièces qui, en dépit de la mutilation du nez, peut être considérée comme appartenant à la lignée des chefs-d'œuvre de la statuaire égyptienne. Enfin, portrait en pied d'Amenhotep, fils de Hapen, dans l'attitude du scribe, sculpté en granit gris vers 1385 avant Jésus-Christ et provenant du temple de Karnak. Exposition à voir au Petit Palais des Champs-Élysées. Cette peinture de Georges de la Tour occupe la place d'honneur en l'exposition Lorraine, Marche de France, organisée à Paris en l'Hôtel de Rohan et dont va vous parler M. André Chanson de l'Académie française, directeur général des Archives de France. Les Archives de France ont reçu pour mission de commémorer à Paris le 2e centenaire de la réunion de la Lorraine à la France. Des cérémonies nombreuses, pieuses, avaient célébré cette réunion au cours de l'année passée en Lorraine même. Il convenait que la capitale ajoute son témoignage à celui de toutes les grandes villes de la Lorraine. Je dois dire du reste que pour nous, aux Archives nationales, gardiens de l'histoire de notre pays, la manifestation de cette réunion, puisque telle est la nomenclature de l'histoire, qui n'a que 2 siècles, fait éclater au contraire le fait que la Lorraine a toujours été profondément liée, profondément unie au destin de ce qui est devenu la patrie française. Et je n'ai pas besoin d'évoquer le nom de Jeanne d'Arc. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est que cette province, qui avait eu sa destinée particulière à côté de la nation française, a rejoint la nation française en lui apportant des éléments qui étaient de France, profondément de France, consubstantiellement, je dirais, de France. Et ceci éclate en particulier devant ce tableau. Ce tableau qui est peut-être, à mon sens, un des plus beaux cadeaux que la Lorraine a fait à la France. Ce tableau qui est à la fois une novation et un accomplissement. Je pense qu'à l'époque, on ne pensait pas tellement à ce que le luminisme avait de nouveau, mais à l'aboutissement, à l'accomplissement, à la beauté même d'un tableau comme celui-là. Et il me plaît d'être devant cette toile qui, je le répète, représente un des plus beaux dons que le génie lorrain, semblable au génie français, a fait à la France. Exposition pour le 2e centenaire du rattachement de la Lorraine à la France à Paris, aux Archives de France, Hôtel de Rohan. Christian Bérard, à la mémoire duquel s'attache la Galerie Lucie-Veil au Pont des Arts, qui vient d'organiser une nouvelle exposition d'œuvres encore inédites de cet artiste, Christian Bérard, peintre, décorateur, ami de Jouvet, de Colette, de Cocteau, compte parmi les artistes les plus représentatifs d'un moment de l'art français où l'anecdote et le rêve, la réalité et la fiction se trouvaient étrangement unis. Devant l'œuvre de Christian Bérard, un nom vient à l'esprit, celui de Giraudoux. À voir, Galerie Lucie-Veil au Pont des Arts, Christian Bérard. Les membres du jury de la Société nationale des beaux-arts, salon qui fut fondé en 1890, ont, conformément à une tradition héritée du temps qu'il n'existait qu'un salon à Paris, procédé aux élections des œuvres diversement primées en ce salon, qui s'affirme comme étant un salon à jury et à récompense. Et il est vrai qu'on ne compte pas moins
de 36 prix décernés annuellement en ce salon. L'exposition groupe près de 600 peintures et sculptures en les salles du Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris. Société nationale des Beaux-Arts. La carte à jouer, considérée comme un des beaux-arts, fait l'objet d'une très intéressante exposition organisée par le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Il s'agit de la donation faite par M. Paul Marteau, maître cartier, qui complète la donation déjà faite en 1916 par son oncle Georges Marteau, héritier d'une très ancienne famille de maîtres cartiers, la famille des Grimaud. C'est au milieu du XIVe siècle que les cartes à jouer furent d'un usage courant en France. Et durant 5 siècles, les cartes à jouer ont été fabriquées en France selon les procédés des anciens artisans. Mais toute la fantaisie possible est venue se mêler à l'histoire de la carte à jouer, cependant, une histoire très simple, une histoire historique, une histoire qu'on ne devrait pas déformer, mais qu'on ne peut pas garder telle qu'elle était, telle que nous la voyons. Exposition de la carte à jouer, c'est-à-dire exposition d'un des aspects de l'histoire de France, à Paris, en la Bibliothèque nationale.